Moi, je suis psychiatre, hein, et donc je vais vous parler d'une pathologie qui est plutôt psychiatrique, même si vous verrez qu'il y a quelques petits liens quand même qu'on peut commencer à faire avec la neuropsychiatrie, on va dire. Et même si on est loin de l'épilepsie, mais je pense qu'il y a quand même quelques points, ça m'a fait penser à la présentation de Vincent Navarro, quelques éléments qui ressemblent en tout cas en ce qui concerne la gestion du trouble et peut-être certains traitements. Donc c'est une pathologie qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a redécouvert il y a 30 ou 40 ans lorsqu'on a abordé les problèmes psychiatriques sous un autre angle qui était auparavant plutôt psychanalytique, hein, et notamment Freud a beaucoup travaillé sur la névrose obsessionnelle. Et maintenant, on parle en psychiatrie de troubles obsessionnels compulsifs avec une description, on va dire, plus médicalisée et plus objective du trouble, ce qui a généré beaucoup à la fois de changements dans les prises en charge et dans les recherches. Donc moi, je travaille à l'hôpital Henri Mondor dans un service de psychiatrie très général, mais je m'occupe de troubles anxieux et notamment de TOC depuis pas mal d'années, notamment depuis quelques années que j'ai passé à la Salpêtrière où on avait déjà commencé des recherches. Alors avec une équipe de recherche avec laquelle je travaille beaucoup, même si c'est pas celle à laquelle je suis affilié directement. Moi, je suis affilié à une équipe INSERM dirigée par Marion Leboyer à Mondor. Et sinon, j'ai des collaborations étroites sur cette thématique avec l'équipe notamment de Luc Mallet et d'Éric Burguer à l'ICM. Donc, je vous montrerai juste des petites choses que l'on fait. Alors, comme il faut démarrer avec un exemple clinique, j'ai choisi une patiente très récente de ma consultation que je voyais pour la première fois il y a quelques temps, une femme de 28 ans, pardon. Alors, le titre, c'est une inspiration de Chabrol pour ceux qui connaissent, parce que je voulais trouver un titre, vous allez voir en quoi ça consiste. C'est une dame qui est secrétaire, qui a un enfant depuis 3 ans et qui, en fait, dont le trouble obsessionnel, en fait, puisque c'est évidemment ça le diagnostic, a commencé clairement depuis la naissance de sa fille, et même un peu avant la naissance, sous la forme d'une forte inquiétude par rapport à tout ce qui peut être contaminant, tout ce qui peut être toxique. Alors à l'époque, c'était toxique pour la grossesse, et donc une fixation notamment à l'époque sur les risques de toxoplasmose, c'est une des craintes habituelles des futures mères, mais aussi en même temps, elle m'a raconté qu'ils faisaient des travaux dans leur maison, dans leur appartement, et qu'il y avait donc des peintures dont elle se méfiait beaucoup parce que risque de toxicité des inhalations à ce moment-là. Alors pas forcément avec des choses très, je dirais, très précises et rationnelles, mais un climat d'inquiétude important, et elle a commencé notamment à se laver les mains de manière très systématique à l'époque, donc vraiment en lien avec cette crainte de la contamination, beaucoup plus que d'habitude, et déjà se rendant compte que c'était beaucoup plus que la normale. Et malheureusement, ça s'est poursuivi ensuite, après l'accouchement qui s'est bien passé, et les suites ont été bonnes sur le plan de la grossesse, donc elle a une fille maintenant de 3 ans à peu près. Mais elle a, à ce moment-là, commencé à se fixer vraiment sur ces craintes donc on dit, nous, de souillure d'une manière générale, c'est-à-dire de saleté. C'est pas forcément un virus en particulier. Bon, en ce moment, on voit à peu près ce que c'est que respecter des gestes barrières. Les patients qui ont des TOC, et elle en particulier, c'est les gestes barrières à l'extrême, hein, pour se représenter un peu les choses, c'est assez parlant. C'est-à-dire qu'on se lave les mains beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc là, c'est variable. Évidemment, ça peut être léger ou très, très, très intense. Chez elle, c'est à peu près 1 à 2 heures par jour. Elle a pu comptabiliser ça, en tout cas dans la période récente, au point d'avoir les mains très altérées, la peau des mains très, très abîmée, comme on le voit souvent quand il y a des lavages récurrents avec différents produits. Ça dépend aussi des habitudes qui ont été prises. Donc le lavage des mains, mais aussi la toilette en général, les douches. Donc elle passe à peu près 1 heure par jour sous la douche, mais plus souvent quand elle rentre, quand elle sort, parce qu'en fait elle doit prendre une douche à chaque fois qu'elle rentre à son domicile. Donc après c'est exposé un peu à l'extérieur. Je vous passe les détails sur le lavage également des vêtements, des chaussures. En gros, tout ce qui rentre dans la maison doit être un petit peu décontaminé, désinfecté. Alors c'est plutôt un lavage général, il n'y a pas, je vous dis, une technique particulière. Donc la machine à laver qui tourne parfois 2 fois pour les mêmes vêtements. Enfin, vous voyez ce genre de processus qui est malheureusement sans fin, parce qu'il y a une tendance à l'escalade et a tendance à pouvoir augmenter en permanence ce que l'on va appeler donc des compulsions, c'est-à-dire un besoin de répondre à cette peur par un comportement excessif.
Les conséquences dans sa vie quotidienne, c'est qu'elle ne peut plus travailler. Elle avait arrêté de travailler lors de sa grossesse, elle n'a jamais repris parce que ne pouvant pas sortir à des heures compatibles avec la vie sociale et la vie de travail, trop de temps de préparation et trop de temps de lavage au retour. Des conséquences dans sa vie familiale parce qu'elle commence à imposer des choses à sa famille, c'est souvent le signe un peu d'alerte. Les proches, le conjoint, les enfants doivent commencer à respecter un certain nombre de protocoles, un peu comme elle le fait. Et là, ça devient un piège un peu très difficile pour tout le monde, puisqu'on a tendance comme ça à transférer les compulsions aux autres personnes. Tout ça chez une femme qui jusque-là n'avait pas d'antécédents spécialement. Elle avait un tempérament un peu, alors on dit maniaque dans le langage courant, mais c'est un peu ça, le besoin de contrôle, le besoin un peu de perfectionniste, mais pas de rituel, pas de symptômes en fait à part entière jusqu'à cet âge de 25 ans. Donc voilà un petit peu la description classique. Alors pourquoi le téléphone au vinaigre? Parce qu'elle m'a raconté qu'en fait elle passait elle nettoie son téléphone au vinaigre un peu systématiquement, là aussi lors des rentrées à la maison. Bon, ça c'est la chose que je vois avec plein de patients qui ont des TOC graves, qui désinfectent tout, l'argent, je vous disais, les chaussures, l'intérieur des chaussures, l'extérieur des chaussures. Alors, c'est avec souvent des produits divers, parfois de l'eau de Javel, jusqu'à se nettoyer à l'eau de Javel soi-même. Bon, le vinaigre, c'est assez original, c'est pour ça que je l'ai noté. Alors, ce trouble qu'on appelle TOC, trouble obsessionnel compulsif, j'aime pas du tout l'acronyme, mais il est tellement passé dans le langage courant qu'on est obligé de l'utiliser. Tout le monde le connaît. C'est pas très joli, dire qu'on a un TOC, on est toqué. Souvent, ça devient comme ça assez péjoratif. Bon, mais c'est passé dans le langage courant comme un mot en fait, alors que c'est juste un acronyme de trouble obsessionnel compulsif qui a été lui-même traduit de l'américain, Obsessive Compulsive Disorder. C'est pas très francophone. Alors, ce trouble qui était avant considéré comme une maladie rare est en fait une maladie fréquente. Je vous ai mis ici quelques prévalences. On a assez peu d'études, en tout cas en France, en population générale, mais en moyenne, dans les grandes études, c'est 2 à 3% de la population générale adulte et également enfant, puisque c'est un trouble qui commence chez l'enfant. Sur la vie entière, c'est-à-dire que ça peut être dans les antécédents, mais le trouble étant durable, quand on interroge les gens à un moment donné, on trouve 1 à 2% de personnes qui ont un trouble obsessionnel dans la population générale, avec des critères de pathologie sans forcément évidemment avoir toujours des critères de gravité un peu fortes, comme je l'ai évidemment illustré avec cette patiente qui présente un TOC très grave. Le sexe ratio est de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes touchés, ce qui est assez différent de ce qu'on voit dans les troubles émotionnels habituels, notamment troubles anxieux, troubles dépressifs, où il y a plus de femmes que d'hommes d'habitude. Et puis l'évolution du trouble, elle est chronique, le plus souvent. Quand le trouble est installé, il peut apparaître et disparaître rapidement, c'est le cas souvent chez l'enfant, avec des choses qui ne sont pas du tout inquiétantes, mais quand ça commence à durer, ça peut durer des années et parfois toute la vie dans les corps de patients un peu enregistrés. Il y a facilement 10 ou 15 ans de recul sur la pathologie. Je vais passer un peu sur les autres aspects d'épidémiologie. Beaucoup de comorbidités psychiatriques, mais qui ne sont pas systématiques. On peut avoir des patients qui ont un TOC isolé et beaucoup d'éléments de retentissement qui sont dans ceux que je vous ai illustrés déjà, avec la vie quotidienne qui peut être très impactée, la vie professionnelle également, et puis les conséquences sur l'entourage. Donc, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Pour la résumer, on peut dire que c'est des obsessions et des compulsions. Pour être plus parlant, j'aime bien définir les choses comme ça, c'est une contrainte. Ce trouble s'exprime par une contrainte mentale et comportementale ou les deux, qui est excessive et durable, et que le sujet subit ou s'impose, parce qu'il y a vraiment ces deux dimensions de je subis quelque chose et moi-même je m'impose des choses, pour prévenir un dommage pressenti, puisque c'est une espèce d'intuition qui est si je ne fais pas telle chose correctement, c'est dangereux, il va arriver une catastrophe, c'est toujours des risques graves qui sont anticipés, et qui permettent cette contrainte qu'on va se créer de supprimer une tension qui est très forte et qui est générée par la sensation de risque et des obsessions sous-jacentes. On parle de pathologie parce que, évidemment, il y a une continuité avec tout ce qu'on connaît dans la vie normale de petites manies, comme on dit, ou de petites habitudes ou petites superstitions, quand la gêne est significative au-delà d'1 heure par jour.
1 heure par jour, ça peut paraître beaucoup, mais bon, évidemment, à partir de 45 minutes, on ne peut pas dire non plus que ce n'est pas forcément un problème, mais c'est un ordre de grandeur pour dire qu'il faut qu'il y ait un impact dans la vie quotidienne d'une manière ou d'une autre, de manière assez envahissante pour parler d'une pathologie qui peut aller très loin dans le handicap, puisqu'on a des personnes au plus sévères qui ne peuvent plus avoir de vie du tout, notamment de vie sociale ou professionnelle. Alors, je vais pas trop détailler parce que évidemment, c'est une maladie qui peut être très polymorphe. Il y a d'un côté les obsessions, c'est-à-dire l'alerte qu'on a dans la tête. Attention, il y a un problème, il y a un risque. Souvent, c'est un peu comme les notifications d'un ordinateur. Ouf, il se passe quelque chose. Donc, je vais me contaminer, j'ai les mains sales. Ou alors, l'autre thématique fréquente, c'est j'ai raté quelque chose, je vais faire une erreur. Et donc, il faut que je vérifie, il faut que je contrôle les choses. Et ça concerne plein d'aspects qui sont, je vous disais, comportementaux, c'est-à-dire comment je vais agir, ou mental, comment je vais penser. Et c'est ça qui est fascinant dans cette pathologie. Un mécanisme commun s'impose au sujet qui concerne aussi bien des actes très basiques, très archaïques, on peut dire par exemple la manière de se laver ou d'agir dans des actes simples de la vie quotidienne, ou des pensées complexes, le besoin de surveiller ses pensées par exemple, qui peut être une thématique très prégnante et très angoissante. Donc ça, c'est l'obsession, l'alerte, et en face, il y a une compulsion qui vient calmer en fait la tension générée par l'obsession, qui vient calmer l'anxiété en général générée par l'obsession. Et l'acte, il est en général assez simple. Il est souvent il va dans un but précis qui est d'essayer de régler un problème, de se mettre à l'abri du risque dont on parlait. Donc c'est toujours adapté à ce risque-là. Ça peut être donc très finalisé. Je vais contrôler ce que je dois faire, donc je vais vérifier la porte parce que j'ai l'impression qu'elle est mal fermée, ou je vais me laver les mains parce que j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose qui est sale. Parfois, c'est moins finalisé, ça peut être une conjuration. Pour me calmer, je vais me répéter une petite formule magique dans ma tête où je vais faire un rituel manuel. Ça peut être de se laver les mains. Bizarrement, il y a des gens qui se lavent les mains pour calmer une anxiété qui est liée à une peur. Donc, le même geste peut avoir plusieurs finalités. Alors, les vérifications, c'est les plus fréquentes aussi. Les répétitions, je refais les choses, je fais un certain nombre de choses. Les nombres ont une vraie valeur à ce niveau-là. Et c'est surtout répétitif, parfois de manière extensive. Un certain nombre de fois, on compte, parce que parfois ça rassure de dire qu'on l'a fait 3 fois, mais pour être plus sûr, on peut dire qu'il vaut mieux le faire 3 fois, donc 9 fois, et comme ça on peut faire l'escalade très vite. Il y a des symptômes autres qui sont aussi très importants, c'est notamment les évitements, c'est-à-dire que pour se protéger en fait des obsessions, on peut essayer d'éviter de se confronter. Donc c'est comme ça que cette dame, par exemple, ne sortait quasiment plus de chez elle parce qu'elle savait très bien que dès qu'elle allait toucher quelque chose à l'extérieur, ça va déclencher une avalanche de rituels nécessaires, et donc c'est tellement fatigant qu'il vaut mieux ne pas s'exposer. Et de même, on s'expose à rien du tout qui pourrait être dangereux, on finit par se refermer sur soi-même, et c'est une des complications du trouble. Je passe sur les subtilités, la pensée magique, la hypnomanie, donc le comptage. Et puis, ce qui est variable selon les gens, c'est le niveau de conscience. Il y a toujours une conscience du trouble, c'est-à-dire je ne devrais pas faire comme ça, je sais que c'est excessif. Alors, cette critique est variable selon les personnes, mais c'est ça qui est aussi le plus douloureux, parce qu'on fait des choses alors qu'on sait qu'elles ne servent à rien, mais on se sent tellement contraint de l'intérieur que c'est une vraie prison. C'est pour ça l'image que je prends du cerveau, là, c'est souvent ce que utilisent les personnes, c'est plus fort que moi, j'ai une prison intérieure à l'intérieur de moi. Les dimensions cliniques, c'est celles que j'ai un peu citées. Je ne vais pas les développer parce que je suis trop bavard et que le temps passe très vite. Nous, on fait des diagnostics différentiels qui ne sont pas toujours simples. Donc, un diagnostic de TOC, il doit être porté plutôt par un médecin, éventuellement, et parfois même un spécialiste psychiatre, parce qu'il y a des choses qui ressemblent à des TOC qui ne sont pas des TOC. Donc, c'est bien d'avoir une phase un peu diagnostique, un peu spécifique. Et puis, les fameux critères de gravité, donc j'évoquais l'intensité, le retentissement, et puis ensuite la résistance au traitement, parce qu'évidemment, c'est des pathologies qui se soignent, donc je vais en dire un mot tout à l'heure, mais on a des outils thérapeutiques, donc ça vaut la peine d'essayer de les mettre en œuvre. Alors, la physiopathologie, elle est, on peut dire, en gros, inconnue, mais si on veut être un peu plus précis quand même, comme tous les troubles psychiques, c'est multifactoriel, on dit biopsychosocial dans nos terminologies, donc il y a une vulnérabilité qu'on ne connaît pas bien, qui
peut-être un petit terrain familial, en partie génétique, mais qui est faible par rapport à d'autres entités en psychiatrie. Il y a des modèles psychopathologiques très complexes, hein, sans remonter à la psychanalyse, mais aujourd'hui, il y a des modèles plutôt cognitifs. Mais en tout cas, on sait que les événements de vie, que des traumatismes peuvent jouer un rôle chez certains patients, ce n'est pas systématique, et que des aménagements de personnalité peuvent jouer un rôle. La névrose obsessionnelle est un peu dépassée dans nos modèles actuels, mais il y a quand même des structures de personnalité probablement qui peuvent favoriser l'apparition d'un TOC. De même qu'il y a des facteurs étiologiques, là, clairement organiques dans certains cas, c'est très très rare. Alors, on les cherche systématiquement, mais des lésions de certaines régions du cerveau, notamment des ganglions de la base, peuvent parfois être associées à un TOC. Secondaire, dans ces cas-là, c'est extrêmement rare. Et puis, on recherche des facteurs biologiques divers, notamment inflammatoires et auto-immuns. Il y a quelques modèles qui sont très rares aussi, ou en tout cas à bas bruit, et sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas de conséquences évidentes. Les facteurs, ils sont surtout en fait dans le renforcement. En gros, pour simplifier, parce que c'est ça qui est utile pour les thérapies d'ailleurs, plus on fait des compulsions et plus on fait des évitements artificiels, plus on aggrave le TOC. Donc c'est essentiel à bien comprendre parce que c'est comme ça qu'on pérennise la maladie et c'est aussi par ce biais-là qu'on va essayer de la combattre dans les thérapies. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur toutes les recherches parce qu'il y en a beaucoup qui mettent en avant beaucoup d'anomalies, en tout cas du fonctionnement cérébral, donc dans les modèles humains ou parfois chez l'animal, dans quelques modèles de comportement répétitif. La littérature est très riche, il y a beaucoup de travaux que nous menons là-dessus. En gros, il y a des zones cérébrales qui sont impliquées, notamment un circuit fronto-striatal, surtout sous-cortical, qui reste surtout en fait des corrélats. On ne peut pas encore dire qu'on connaît l'étiologie. On peut dire qu'il y a des corrélats associés au TOC, avec comme conséquence quand même assez directe d'avoir pu comme ça proposer des traitements qui vont cibler certains de ces circuits avec les techniques de stimulation cérébrale. Alors c'est pour l'instant plutôt encore de la recherche ou des traitements expérimentaux pour des formes très, très graves et limitées, parce que les traitements de première intention qui fonctionnent bien dans la majorité des cas, c'est en première intention les thérapies comportementales et cognitives, donc ce qu'on appelle les TCC, avec des techniques qui sont bien codifiées, un peu difficiles à manier, donc il faut des spécialistes, mais quand on les applique bien, ils peuvent être très efficaces. Donc c'est la meilleure méthode parce que c'est une méthode naturelle, on peut dire, et qui va être active à long terme. Alors que les traitements médicamenteux qui peuvent être aussi très actifs, les antidépresseurs, surtout les sérotoninergiques, peuvent avoir une bonne efficacité, mais ils sont efficaces le temps qu'on les prend et qu'ils n'ont pas d'effet définitif. Donc souvent, il faut associer les deux pour avoir à la fois un effet assez rapide sur les troubles immédiats et puis prolonger avec une thérapie qui va permettre de stabiliser et peut-être à plus tard d'arrêter les traitements parce que ce sont toujours des traitements au long cours sur au moins une année ou plus selon la chronicité du trouble. En cas de résistance, on a des possibilités de combiner avec d'autres médicaments, notamment des antipsychotiques, mais plutôt de deuxième génération et en tout cas en essayant d'éviter les toxicités, de ne pas en rajouter. Et donc il y a des formes de résistance, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec ce que disait Vincent Navarro sur les TOC, sur les épilepsies. On a à peu près le même taux de résistance, c'est par hasard, à peu près 30%, pour lesquels on a des formes très graves, très très invalidantes, ou dans lesquelles on a pu aller jusqu'à proposer des techniques assez invasives, donc de stimulation cérébrale profonde. Donc ces travaux qu'on a pu mener avec l'équipe notamment de Luc Mallet depuis pas mal d'années en France, mais également dans d'autres pays, qui marchent très bien pour les formes très graves, mais qui sont évidemment invasives et donc réservées à certaines formes. Et on essaye de reproduire la même chose avec des techniques de stimulation non invasives, magnétiques ou électriques, mais avec de moins bons résultats jusqu'à présent. Donc ça, c'était la première étude qu'on avait pu publier il y a quelques années sur la stimulation intracérébrale des noyaux sous-thalamiques avec des bons tons de répondeurs à court terme et aussi à long terme. Et pour terminer, les recherches en cours, donc c'est à la fois des recherches translationnelles chez l'animal avec des méthodes diverses qui reproduisent un certain nombre de choses, et chez l'homme, des recherches sur les facteurs de résistance au traitement et sur les thérapies innovantes, améliorer à la fois les techniques existantes. Alors pharmaco, il n'y a malheureusement pas de grande innovation, plutôt peut-être dans les TCC, on a des outils qui se perfectionnent, et puis avec les fameux outils de stimulation dont je vous parlais. Et les questions de recherche, elles sont très nombreuses, donc j'en ai juste sélectionné là quelques-unes, mais c'est le trouble lui-même quand même qui est fascinant mais complexe. Toutes les bases biologiques, il y a assez peu, où il n'y a pas de biomarqueurs vraiment bien établis, la compréhension du trouble et l'optimisation thérapeutique à nouveau.
Et donc, un petit clin d'œil à l'histoire. Bon, si je vous cite ça, vous allez vite reconnaître. La névrose obsessionnelle est le plus intéressant et le plus fécond de la recherche analytique, mais le problème qu'elle pose n'est toujours pas dominé. Ça remonte à 1926. Et donc, on en est toujours, je ne dirais pas au même point, mais avec un peu les mêmes questions sur à la fois les causes et la manière de gérer cette pathologie.